Donc, bienvenue à ce troisième 5 à 7 du cycle de conférences de Salon d'eau. Donc, Monsieur Pellerin qui nous fait l'honneur de sa présence. D'abord, peut-être juste un petit mot sur le projet pour ensuite vous présenter, si besoin est, le conférencier. Donc, Salon d'eau, c'est une revue en ligne qui se consacre à la littérature contemporaine. Elle a été créée en 2008 à l'initiative de Bertrand Gervais et du Centre de recherche sur le texte et l'imaginaire Figura de l'Université du Québec à Montréal et de René Audet et de la chaire de recherche du Canada en littérature contemporaine de l'Université Laval. Donc, c'est une équipe qui se divise en trois à Montréal, à Ottawa et puis à Québec. À Québec, on est 5. Marie-Hélène Voyer à l'arrière, Myriam Saint-Yves ici, Stéphanie Desrochers, qui n'est pas encore arrivée, qui se fait attendre, Pierre-Paul ici à l'avant et de moi-même, Viviane Asselin. Donc, les lectures de Salon d'Aube, ça se situe en fait entre la critique et l'article plus scientifique. Donc, c'est dans cet esprit d'ouverture que s'inscrit la série de conférences qui a été mise sur pied à l'automne 2010. L'idée, c'est non seulement de faire connaître la revue, donc on est intéressé à vous lire, mais aussi, à vrai dire, de créer un espace stimulant et accessible pour échanger sur la littérature contemporaine. Et donc, c'est le défi qu'on lance aujourd'hui aux conférenciers. Monsieur Pellerin, que je vous présente en quelques mots, en fait, si c'est nécessaire. Donc, un nouvelliste, un écrivain, un auteur, le directeur littéraire de l'instant même, professeur au Cégep Garneau aussi également. Donc, plusieurs œuvres à son actif, des anthologies sur la nouvelle, des essais sur la culture, la littérature et le français, qui lui ont valu notamment le prix de la Ville de Québec et du Salon du Livre de Québec en 2005. Et aujourd'hui, donc, il nous entretient de littérature et musique. Je n'ai pas le titre avec moi exact. Les mots de la partition. Les mots de la partition. Donc, je vous laisse la parole et je vous remercie beaucoup de votre présence. Merci, Madame Asselin. Ça marche pas, je pense. Hein? Ah, non, mais en fait, non? OK. Oh, ça va, merci. Oups, voilà. Alors, Madame Asselin m'ayant invité il y a déjà fort longtemps à faire cette conférence, elle m'avait suggéré de m'en tenir parce que le corpus est extrêmement vaste. Elle me disait qu'elle s'y était penchée, puis elle s'était consacrée, et puis finalement on est toujours un peu dépourvu par l'ampleur du corpus. Parce que j'ai entretenu un rêve, j'espère que je le ferai un jour, d'écrire un essai précisément en littérature et musique, quelque chose de très élémentaire. Donc je vais vous présenter des choses dont j'espère qu'elles vous intéresseront, en vous disant d'abord que cette préoccupation littérature-musique, je l'ai depuis longtemps, et à telle enseigne que mon premier recueil de nouvelles apparu en 1982, Les sporadiques aventures de Guillaume Untel, et c'était construit comme une sonate classique en 3 mouvements, et avec des notations très musicales, avec plein de titres musicaux, donc avec un premier mouvement qui était sur le motif des variations à la façon de Beethoven, donc le même texte qui revient, qui se multiplie, et puis le dernier mouvement était un final comme autrefois. Puis le deuxième, de reconnaître encore une fois l'importance de Beethoven pour moi, était monté comme un scherzo, donc des pièces plus je dirais pas humoristiques, mais plus légères, plus gaillardes. Or, dans le corpus, quand j'ai commencé à fouiller dans l'instant même, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de livres, et de toute façon, c'est ça dans l'ensemble de la littérature, qui font allusion à la musique. Mais je vais d'abord signaler que j'ai enlevé les mentions anecdotiques, et qui sont parfois très utiles. Un écrivain va, par exemple, dire, voilà, il va évoquer une pièce, mettons Summertime de Gershwin, et puis là, en supposant que les lecteurs vont comprendre de quoi il parle. Et j'ai trouvé finalement que ce dont je ne parlerais pas pouvait constituer une excellente pierre angulaire, paradoxalement, parce que finalement tout est là. Dans les rapports entre la musique et la littérature, on se retrouve avec des types de langage, et vous me permettrez d'y m'y consacrer un petit peu au début avec des considérations générales, donc des types de langage qui ne fonctionnent pas vraiment de la même manière. Je compléterai le triangle pour qu'on s'entende bien sur la question de la représentation en parlant de la peinture.
Alors la peinture est un art de l'instant, donc on voit une toile et on voit en un quart de seconde, on reconnaît une Madone, un enfant par exemple. Alors que la littérature, comme l'ancien cinéma quand ça se dévidait sur une pellicule, la littérature est un art linéaire, un art qui se construit donc il faut lire les 382 pages, ça ne nous est pas donné d'un seul tenant. Et la musique, elle est un peu les deux dans la mesure où la mélodie fonctionne comme la littérature, donc par dévidement. Les notes viennent les unes après les autres, avec un système sur lequel je reviendrai tout à l'heure, mais essentiellement, la musique qu'on écoute, c'est de la musique polyphonique, et ça fait quand même quelques siècles que ça dure comme ça. Donc, c'est une musique aussi qui table sur la superposition. Et quand on commence à voir comment diriger le flux musical, là, on rentre dans des complexités que je n'aborderai qu'à titre de référence, que ce soit la fugue, par exemple le canon, ou bien le contrepoint, donc qui fonctionne de façon différente, ou bien par l'harmonisation quand on assiste à un concert de musique chorale, donc avec les 4 voix, il y a toute une série de techniques avec notation, non seulement les notes sont notées, mais il y a tout un système de chiffré qui indique à partir de quoi on va commencer à élaborer la polyphonie. Or, cette question de la possible polyphonie, elle a hanté certains écrivains. Et l'exemple le plus célèbre est évidemment Marcel Proust avec la sonate à 20 œils. Et la sonate à 20 œils, on en parle souvent comme étant, bon, vous connaissez son importance dans l'œuvre, c'est un élément qui va servir de point de repère à Swann, mais probablement que Proust a rendu le mieux cet espoir de juxtaposition. Et c'est en faisant, et les passages relatifs à la sonate à 20 œils sont absolument magnifiques, c'est qu'il essaie, dans la limite de la linéarité, de construire un discours à l'aide de ces phrases extraordinairement longues, où vont se conjuguer ce que Swann fait et ce que Swann pense. Donc là, il s'agit de monter comme 2 ordres de discours. Donc à la fois, on sait ce qu'il est en train de faire et on est en train de l'entendre. Et là, je renvoie les passages du tout début, la jalousie, quand il est jaloux et qu'il imagine un récit qui se superpose à ce qu'il vit vraiment. Et puis au bout de la ligne, pour comprendre que son récit sa jalousie était vraiment non seulement elle était juste, mais elle était tout à fait minimale par rapport à la hauteur de tromperie dont il est victime. Le premier exemple que je vous donnais, quand un auteur fait appel à une pièce musicale, c'est un pari, parce qu'il faut, pour que ça marche, il faut que le lecteur connaisse la musique, la pièce musicale en question. Et là, on constate que le cinéma ne fait pas autrement. Et à une époque, le cinéma, la musique de film, à une certaine époque, c'était créé pour ne pas être entendu. Il y a des musiciens qui ont fait de la musique de film et puis ça devait servir l'atmosphère. Puis quand on écoute un film, on sent que l'atmosphère arrive. Les films d'horreur d'une certaine époque sont tout à fait éloquents à cet égard. Et puis de plus en plus, les musiciens ont pris de l'importance. Pensons à la grande musique italienne de film avec Nino Rota qui a travaillé beaucoup avec Fellini et dont la dernière pièce a servi de thème au film Le Parrain de Coppola. Pensons à Ennio Morricone. Et là, je vous renvoie à La Mission, où il a été couronné de l'Oscar. Et quand on écoute la partition, on se rend compte que les trucs sont très simples, mais d'une efficacité extraordinaire. Si vous revoyez le film, vous écouterez, quand les jésuites montent à côté, je sais pas si c'est Iguassou, la fameuse chute, et toute la montée se fait, pour ceux qui connaissent un peu la musique, dans un principe tonale qui s'appelle la dominante. Et en musique, la dominante, c'est une fonction tonale qui appelle une résolution qui va être la tonique. Bon. Et pendant qu'ils montent, ils sont en dominante et quand ils mettent le pied en haut, bang, la tonique arrive. Fait que là, on crie, et pépé pourra, tu aurais-tu chapeau pointu, je veux dire, tu dis merde, c'est facile, mais ça marche. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il a fallu que je le réécoute. J'ai d'abord vu le film, après ça je l'ai écouté. Puis là j'ai dit mon Dieu, c'est formidable. Là. Puis avec cette espèce de lignée contrapuntique entre le chant des Guarani, des Tupi Guarani et puis la musique thème du film avec la fameuse air au bois, là, je dis bon, c'était un Oscar, oui, ça. C'est extraordinaire. Donc cette musique-là, on ne peut pas faire autrement que de l'entendre. Et même, elle est devenue tellement importante, vous savez que Sergio Leone a tourné Il était une fois la Révolution en faisant entendre la musique. La musique de film était faite avant.
en faisant entendre aux comédiens quand il jouait. Je veux dire, il a complètement inversé le système. Mais si vous regardez ce que le cinéma populaire américain, même français maintenant fait, c'est qu'ils nous mettent des standards du rock'n'roll. I Will Survive de Gloria Gaynor, je pense qu'il y a 1385 films l'année passée qui l'ont utilisé. Non, écoutez, et vous regardez certains films, le générique des chansons à la fin, là, ça dure 15 minutes parce qu'ils nous ont fait entendre 50 chansons. Donc, l'insertion de la musique dans un autre art est une question qui nous ramène à très loin. Je reviens à la peinture. S'il y a eu des écrivains peintres, et pensons à notre Ronan Giguère, pensons à Alberto Savigno, à son frère Giorgio De Chirico, pensons à Pablo Picasso qui a écrit. Là, les cas de musiciens qui écrivent, c'est plus rare. Puis il y en a un absolument célèbre pour sa musique et pas du tout pour ses écrits. C'est Berlioz qui a écrit une nouvelle de science-fiction. Et je vous signale en passant que si vous lisez les écrits critiques, les écrits sur l'art de Baudelaire, quand il parle de Wagner, du Tannhäuser, il a copié Franz Liszt. Et Franz Liszt avait écrit sur Wagner en français. Et c'est peut-être un des livres les plus romantiques qui soit. L'écriture de ça, c'est absolument somptueux. Donc, il y a des zones où ça se conjugue, si vous voulez. Alors, il y a quand même des éléments de la musique qui vont devenir importants pour les écrivains, qui s'en rendent parfois compte, ou parfois qu'ils le font, je dirais, de façon inconsciente, de façon naturelle. Donc d'aller chercher, de façon très consciente, ça va être de mettre une référence musicale dans le texte. Proust, Sonate à 20 œils. Tout le monde s'est demandé qu'est-ce que c'est. Moi, j'aime bien entendre dans ma tête du Gustave Fauré. Bon, qu'est-ce que c'est exactement? Bon, on s'en fout, ça, on s'en fout. Mais le but, c'est de provoquer chez les personnages un écho. Et chez Swann, ça marche extraordinairement parce que on voit tout son drame, son histoire amoureuse se construire sur la Sonate à 20 œils et il se libère. Précisément un soir en entendant la Sonate à 20 œils, ça marche. Mais cet écho-là, il faut le voir de façon intradiégétique chez les personnages, mais il faut le voir aussi chez les lecteurs. Je le disais tout à l'heure. Vous voyez, je suis en train de vous mettre dans la situation où vous devrez, avec les références que je fais, imaginer, entendre in petto la musique et puis vous prêter à l'idée que la lecture, par le biais de la musique, peut devenir une espèce d'expérience sensitive. Mais je dirais essentiellement, dans un catalogue dominé par la nouvelle, l'élément numéro 1 est un élément à caractère structurel. C'est-à-dire que les recueils sont construits de plus en plus comme des suites. Pensons aux suites pour orchestre qui ont été très populaires au 19e siècle, c'est-à-dire donc que les recueils de nouvelles sont montés dans un ordre qui n'est pas aléatoire, qui est très comment dire, qui peut non seulement être très précis, mais qui peut exiger parfois, je vous donne, moi c'est plus long et mettre les nouvelles ensemble dans un recueil que de les écrire. Et mettre les nouvelles ensemble, ça peut durer des années parce que bon, quand on met tout ça sur la table, de laquelle, puis là on écoute, tu dis ok, j'essaie une séquence, ça marche ou ça marche pas. Et j'ai été, Madame Asselin vous l'a dit, j'ai publié des anthologies et c'est pas plus facile. Parce que dans une anthologie, à moins de prendre l'ordre chronologique ou l'ordre alphabétique, ce que je trouve la poussée alphabétique, je trouve ça un petit peu paresseux, mais il faut quand même créer comme ça quelque chose qui va ressembler à un rythme. Hein, il y a des moments dans une pièce de musique, aller à l'orchestre symphonique, vous allez voir qu'on se repose. Il y a des moments là, il faut qu'ils nous laissent respirer parce qu'on est tout frais. Puis ça repart. Il y a comme des espèces de vagues qui se créent dans une pièce. Et bon, je ne parle pas de musique baroque, mais au 19e siècle, c'est absolument audible. Donc la suite, un livre de nouvelles, c'est en définitive une suite. Et là, donc, il y a des nouvelles qu'on place à des endroits stratégiques, précisément où là le lecteur doit reprendre son souffle. Mais ce qui est formidable, c'est que très peu de lecteurs lisent les recueils dans l'ordre. C'est comme si on mettait de façon random, c'est une suite de Tchaïkovski ou la suite de Bizet sur Carmen, puis là, ça sort dans n'importe quel ordre. Et je suis le premier coupable je revire les recueils à l'envers tout le temps. Je me demande pourquoi je prends tant de temps à les mettre en séquence alors que je suis pas là. Enfin, bon. Donc, il y a une espèce de mouvement ondulatoire ou ondoyant. Une succession, donc, qui va toucher l'intensité. Et parfois, on pourrait imaginer aussi une autre forme dans un recueil
qui là reprendrait la forme classique du concerto ou de la sonate. Bon, la sonate de l'époque de 3 mouvements. Le concerto est en 3 mouvements la plupart du temps. Où vous savez, vous avez un premier mouvement qui est marqué rapide, un deuxième mouvement qui est lent, puis un troisième mouvement qui est rapide. Bon, et dans un recueil, même sans faire de séparation en sous-section, parfois la séparation y est. Donc un auteur peut avoir le goût précisément de construire quelque chose qui va aller comme ça dans une courbe sinusoïdale avec des points forts au début, parce qu'au début, on n'a pas le choix. Il faut mettre des nouvelles assez fortes qui accrochent. Sinon, je veux dire, la plupart des gens, quand même, dans une librairie, commencent par regarder le début. Et puis après ça, il faut, comme je vous dis, laisser reposer. Puis là, on peut laisser plusieurs nouvelles. Et après ça, on va attaquer à la fin avec d'autres pièces de résistance. Et à ce moment-là, on observe un mouvement qui est tout à fait ternaire. J'essaie d'expliquer ça à mes étudiants qui font des dissertations. Une dissertation, ça fonctionne comme un concerto. Exposition, et en plus de ça, la forme sonate, là, c'est le premier mouvement, ordinairement, vous avez l'exposition du thème. Ordinairement, il y a 2 thèmes, un thème rythmique et un thème mélodique. On expose le thème, après ça, on le développe, on le réexpose, et à la fin, on appelle ça une coda, on conclut. Donc, la formule est ternaire, 3 mouvements, mais le premier mouvement est ternaire. Donc, on travaille tout le temps. Puis souvent, le deuxième mouvement, c'est un trio. On est vraiment dans le chiffre 3. Et quand on regarde les recueils de nouvelles, parfois, c'est parfaitement conscient de la part des auteurs, mais on voit souvent la forme ternaire se développer. Et ça pourrait être dans une acception strictement dans la succession dramatique, je m'excuse, c'est qu'il faut ménager ses effets. Et le texte, souvent, même un roman peut être, bien sûr, fonctionner comme ça sur des plages où on laisse respirer le lecteur. Donc, structure du livre, rythmique évidemment de la phrase. Hein, et je signale qu'en musique, on appelle ça le phrasé. Tout un élément, c'est le phrasé, c'est un terme emprunté à la littérature. Et là, cette question-là, on la retrouve, la musicalité qui pose tellement de problèmes dans la description. La musicalité, chez certains auteurs, est remarquable. Récemment, j'ai relu du Maupassant qui a enchanté mon cégep, mais je me suis rendu compte que je lisais même plus le même auteur. À l'époque, je lisais des intrigues, j'étais saisi par la chute ou des moments troublants comme dans Boule de Suif, là, cette espèce de médiocrité bourgeoise. Puis maintenant, quand je lis Maupassant, je me dis, mais mon Dieu, le vocabulaire est limité. Maupassant travaille avec à peu près 15 ou 16 mots. Non, c'est vrai, à côté de Flaubert, son maître, je veux dire, Flaubert, c'est un délire lexical. Et Maupassant, il y a rien. Et bien, coup, on regarde ça, et c'est d'une musicalité, des assonances là-dedans, des allitérations, ça se promène, et les effets sonores, parfois par imitation, mais parfois simplement, il va aller chercher quelque chose qui nous met déjà dans certaines phrases de Maupassant, le personnage, imaginons sur la structure du Horla, hein? Le personnage est très bien pendant 3 paragraphes, et soudain, il y a un bateau qui passe, puis là, tout se dégage. Mais si vous regardez, si vous relisez ça avec la sonorité, ça marche. C'est-à-dire qu'on sait déjà dans la sonorité quel est l'état d'esprit du narrateur. Grand art. Donc, c'est une insertion musicale qui est implicite. Ça peut être aussi l'insertion d'un passage relatif à la musique, je l'ai dit, sur le mode de la digression ou de l'intention, une espèce d'ekphrasis, là, mais on a plus de difficultés à décrire une toile, ça utilise les éléments du langage verbal. D'ailleurs, je me suis rendu compte qu'il y avait un des maîtres de cette question-là, c'est Zola. Et Zola est un grand peintre quand il parle pas de peinture. Je me suis rendu compte que j'haïssais le personnage de Claude Lantier parce que là, Zola fait de la description de peinture qui n'existe pas et c'est très scolaire. Je trouve ça rasoir au dernier degré. Alors que quand il fait pas de peinture, waouh, là, on voit, prenez le Ventre de Paris, par exemple, mon Dieu, t'as des toiles modernes là-dedans extraordinaires. Claude Lantier, c'est formidable aussi le nom, hein. Vous savez que Zola était condisciple à l'école primaire de Paul Cézanne. Mais je me suis toujours dit probablement qu'il voulait être entier, il se sentait pas entier. Et là, en faisant de la peinture, il se réconciliait avec son vieil ami. Ou un personnage de musicien. Et là, j'emprunterai le personnage de Florent dans un roman, Le Cahier des villes de Louis Scott Noir. Il est violoniste, il prépare un concours, la tension est forte, et là, il se soulage en jouant les caprices de Paganini. Et là, autant que si ça se peut de dire que
il est lancé à bride abattue avec les doigts là-dessus. Et si vous connaissez Paganini, vous savez que, et ça c'est absolument injouable, et Paganini on le suspectait même d'être le diable. Il y avait du feu qui sortait, enfin vous savez c'était un monstre comme Franz Liszt au piano, mais Paganini c'est particulier. Donc là, on voit le personnage qui, parce qu'il prépare le concours, qui atteint un niveau de tension et il se soulage en faisant de la musique. Là, on comprend par Paganini de quoi il est question. Ou, bien sûr, cette question pour moi, la plus importante, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est la résolution. En harmonie, la résolution, c'est on a amené la ligne mélodique à quelque part, et puis là, il faut pouvoir conclure. Et il y a des systèmes dans le système tonal occidental où quand on est à certaines positions, là, on sait ce qui va arriver. On le pressent. Et puis ça, là, le compositeur, il y va. À l'opéra, écoutez ça, à l'opéra, Rossini, Verdi, Puccini, quand il place sa dominante, c'est là la question qu'on se pose, c'est est-ce que la soprano va aller chercher la tonique par en haut ou par en bas? Et c'est magnifique dans les deux cas. Mais quand ils vont la chercher par en haut, là, évidemment, le métropolitain défonce parce que le monde hurle, parce que là, on est absolument en extase. Ça a l'air inchantable, et puis souvent, dans le cas de Puccini, c'est tout à fait chantable. Parce que Puccini écrivait pour ses chanteurs. Donc, il s'en va dans les tonalités où ils sont capables d'y aller. Bon. Les figures de style, aussi, on y retrouve le chiasme, par exemple, qui était si populaire au 19e siècle. On le retrouve chez Beethoven, dans le premier mouvement de la 5e symphonie. Sol, sol, fa, mi, 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 fa, sol, 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 fa, mi, 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 fa, sol. Ben, vous voyez, donc c'est un chiasme. Et dans la musique, il y en a plein. Et quand on fait de la fugue, là, tous les modes de développement de la fugue, c'est invraisemblable. On peut partir d'une petite structure, une petite cellule, toute petite chez Bach, par exemple, et puis moduler ça. Et Bach, vous savez, avait tendance à vider la table quand il tombait dans la fugue. À telle enseigne, d'ailleurs, que la plupart des grands musiciens, par la suite, on n'a pas osé en faire. Et que quand ils en font, ben là, Mozart, c'est la fugue de l'Agnus Dei d'abord le Kyrie, dans le Requiem, Cum Sanctis, vous écouterez ça. Là, tu dis, il en fait pas souvent de la fugue, mais quand il en fait, c'est pas scolaire, là. Ça carbure. Et Beethoven en a fait une absolument, comment dire, comme lui, toujours un peu démesuré dans la sonate à Merclavier. Le thème de la fugue est absolument immense. Tu dis, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Moi, il s'arrange. Donc, le chiasme, là, je m'excuse là, pour ceux qui veulent dire, mais c'est quoi déjà, là? Par exemple, quelqu'un me parlait de zeug, moi, je serais obligé de regarder subrepticement dans un dictionnaire ce que c'est. Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger, disait Molière dans l'Avare. En temps de paix, les enfants enterrent leurs parents. En temps de guerre, les parents enterrent leurs enfants. Hérodote. C'est vieux, là. Ça va être des images, par exemple. La même Louis Cottemore va dire Florent contemple Anna, devine les notes qui dansent sous son front serein, se laisse bercer par la musique de ces yeux-là. Et je vous signale en passant que c'est formidable, on est tout à fait satisfait de ça, mais de quoi est-ce qu'il est question? C'est quoi ces maudites notes-là? C'est un si bémol? Non, on est dans... Et ça va m'amener à quelque chose qui, à mon sens, qui est central dans le propos, c'est que la littérature fonctionne sur un langage qui est à la fois producteur de fiction et aussi de commentaires sur la fiction. Donc, le métalangage, il vient de la littérature, du langage verbal. Saussure l'avait dit, on peut parler de peinture avec la littérature, on peut parler de musique avec la littérature, mais on peut pas parler de littérature avec la musique. Même si des compositeurs, notamment au 19e siècle, ont entrepris d'illustrer musicalement des œuvres. Et le rapport de signification peut être extrêmement embêtant et en même temps passionnant quand on regarde ce qu'on a appelé la musique à programme au 19e. Et ce qui a servi en quelque sorte de socle de ça, c'était sous une fausse représentation, c'est la 6e symphonie de Beethoven. Il y a 5 mouvements. Je vous en donne des exemples de mouvements. Éveil d'impression agréable en arrivant à la campagne, le chant-titre. On ne titrait pas les symphonies à l'époque. Scène au bord du ruisseau. C'est formidable parce que le ruisseau, c'est Bach en allemand. Chant pastoral, sentiment joyeux et reconnaissant après l'orage. Donc, on a voulu dire, Beethoven a voulu entendre un orage, parce qu'à un moment donné, on entend là les percussions qui sont très, très fortes. Ça, c'est l'orage. Puis on entend le piccolo. Ah, ça, c'est un coucou qui sort. Quand on a dit ça à Beethoven, évidemment, il avait un caractère exécrable, donc il en a donné une bonne démonstration. Il dit pas ça. Et je suis pas en train de décrire une forêt. Je suis en train de parler de quelqu'un qui est en contact avec la forêt. Je parle de la subjectivité de quelqu'un.
Donc, on n'est pas dans une représentation mimétique. Et certains vont tenter de le faire. Je vais réécouter Erik Satie, c'est parfois diabolique, ou même Gershwin du début. On a l'impression de dire, ben non, An American in Paris, par exemple, on a l'impression d'être dans sur une artère grouillante, comme l'étaient sans doute les artères parisiennes au début du 20e siècle. Vous voyez, donc parfois on va y aller, mais de façon générale, évidemment, la question de la représentation se pose de façon un peu rachitique en musique. Mais là, soyons baudelairiens, les écrivains vont pouvoir aller chercher des synesthésies. Hein? Et d'abord, on les a faites avec la peinture, une prose d'aquarelliste, une musique lumineuse, hein? C'est magnifique, une sonate bavarde et une nouvelle syncopée. Donc, on va faire comme ça des synesthésies. Et je m'amusais en regardant ça, je me disais, tiens, on met volontiers des termes musicaux en littérature et, dans l'ensemble, ils sont reçus favorablement. Mais si on parle de musique avec des mots empruntés au langage verbal, comme par exemple une interprétation sentencieuse, une musique descriptive. On dirait que quand on met des mots littéraires sur la musique, ça dégrade la musique, alors que quand on met des mots musicaux sur la littérature, ça l'amène dans une espèce de transcendance, ce qu'il faudrait développer. Donc, le langage verbal associé à un signifié de façon consensuelle, puis la musique, ben écoutez, là, c'est un appel à la subjectivité totale. Or, c'est probablement ce qui en fait le premier attrait pour les écrivains. C'est que là, à ce moment-là, ils s'en vont là-dessus. Et d'ailleurs, on se pose jamais la question, mais quelle est la note que cette femme que Florent a vue derrière le front d'Anna? Ça n'a aucun intérêt, aucun sens. Donc, probablement que là, on fait appel à la subjectivité essentielle du lecteur. Bon, là, maintenant, je vais embarquer dans des exemples précis. Il y a 2 romans au catalogue de l'instant même qui portent presque le même titre. L'art de la fuite, un roman policier du Belge Vincent Engel, 2005, et L'art de la fugue, recueil de nouvelles de Guillaume Corbeil, 2008, prix Adrienne Choquette. Dans le premier, un inspecteur de police du nom de Bach, hein, l'art de la fuite, je m'excuse, est lancé dans une enquête qui progresse difficilement, avec des retours constants sur le mode de l'interrogation. Et là, il revient tout le temps, comme s'il réexposait sans arrêt la cellule initiale. Et c'est conçu, d'ailleurs, le type s'appelle Bach, je pense que l'aveu est assez explicite, mais même dans le métatexte que Engel inclut, donc il est très clair que c'était sa tentative formelle. Chez Corbeil, l'art de la fugue, c'est foudroyant parce qu'il applique des principes de fugue au texte même. Parfois, ça va être « Je voudrais écrire une histoire dans laquelle tu ne serais pas parti » parce que les personnages fuient. Parfois, c'est dans le titre, l'île qu'on appelait l'île, les 2 valises de l'homme aux 2 valises. Donc, il va y avoir quelque chose comme ça où on se dit, oups, là, il est en train de nous placer quelque chose, il va y avoir des réitérations. Mais je vous cite 2 passages. Vous allez voir là, le côté quasiment hypnotisant de cette façon de revenir sur ses pas. Hein? Parce que quand un thème de fugue se fait, on va le faire à l'envers. On y va, on revient. Donc, il y a toutes sortes de volutes qui se dessinent. Je cite, « Il venait de décider qu'elle était arrivée au bout des choses et que tout serait derrière, oui, de revoir le commencement au moment de la fin, lui donnant l'impression que toute sa vie n'avait été qu'une longue poursuite de ce moment que maintenant il passait ici, étendu sur l'asphalte, à dire le mot fin. Son présent s'ouvrait sur son passé et son passé sur son présent, et les 2 ne formaient plus maintenant qu'une seule chose, une musique où la mélodie de lui enfant et lui en train de mourir étendu sur l'asphalte se répondaient et se croisaient, se fuyaient et se poursuivaient l'une l'autre pour ne plus en former qu'une seule. » Bon. Si c'est pas explicite, je me demande ce que c'est. 8 pages plus loin. Le son de l'impact résonnait toujours sur la rue, et on aurait dit une musique que chercherait à entendre cette petite fille qui reverrait la scène chaque fois qu'elle se croirait rendue au bout des choses, chaque fois qu'elle serait convaincue de ne plus rien attendre de la vie, parce que cette musique, c'était celle du commencement, le sien, étant et aussi longtemps qu'on se souvient du commencement, qu'elle dirait le jour de son mariage, il ne peut y avoir de fin.
Donc, ce passage, il fonctionne par lui-même, mais il est un écho manifeste de ce qui a été dit 8 pages plus tôt. Et quand vous écoutez une fugue de chez Bach, par exemple, où on entend cette espèce de mélodie, là. Et dans tout, vous savez, Bach en a fait un do majeur, un do mineur, un do dièse. Il vidait le clavier, là. Et ça fonctionne beaucoup, beaucoup comme ça, avec des motifs qui reviennent, et qui sont développés sans arrêt. Donc, on a des cellules, et là, l'auteur ici, il fait ça sur 150 pages, là. Autre auteur, les personnages de Michel Dufour sont souvent épris, et je dirais douloureusement épris de musique. Et celle qui domine, c'est celle de Schubert. Il y a un recueil qui s'appelle N'arrêtez pas la musique. Prix Adrienne Choquette aussi, il faut croire que la musique, c'est c'est un billet pour un prix. Sauf sur une scène typique de l'œuvre de Dufour, un homme vient sortir de l'hôpital et il essaie de reconstituer le monde autour de lui. Et là, son épouse s'appelle Claire. Et là, il écoute du Schumann. Donc, vous allez voir. Là, il y a un écho à un événement qui s'est produit dans les années 1830-40. C'est que Robert Schumann a épousé la fille de son professeur de piano, Clara Wieck, après un amour d'une douleur extrême. Et puis, Schumann se sentait tellement en danger mentalement que la légende dit que, alors qu'il avait 6 enfants avec Clara, un matin, il attendait sur le banc, sa valise était prête, puis il a dit « Enfermez-moi ». Or ici, l'histoire est reprise et c'est un personnage donc qui rentre à la maison. Sa femme s'appelle Claire et là, il y a une espèce de surexposition au blanc clinique. Alors vous devinez donc que le type va se retrouver en maison de santé, qui va être interné. Donc ici, c'est de jouer sur un autre registre, c'est-à-dire de prendre une histoire de Robert Schumann et puis de la transposer sur un personnage moderne. Mais surtout chez Dufour, ce sont des personnages de jeunes, souvent des bandes. Et il y a un texte qui s'appelle Schubert D810. Ah, vous savez qu'à Schubert, il y a un catalogue, comme il y a des Köchel chez Mozart. D, c'est Deutsch, c'est le nom du musicologue plutôt, qui a tout établi une suite chronologique. Donc, il s'agit d'aller sur Internet pour entendre le Schubert D810. Et là, vous allez entendre ce dont il est question. Schubert a beaucoup écrit à partir de poèmes de Goethe, notamment. Donc, sa musique est les textes sont très souvent très poétique, hein? Donc un homme ici un père de famille essaie de réduire une bande de voyous qui l'énerve, d'autant parce qu'ils viennent chahuter au pied de sa maison, mais surtout c'est par le fait que sa fille a rejoint le groupe qui s'appelle les Têtes Brûlées. Et là, il voudrait récupérer sa fille, et à la fin du texte, parce que chez Dufour, dans l'ensemble, les conclusions ne sont pas vraiment rigolotes, c'est sa femme qui le quittera, je cite, « Le fossé s'élargit entre nous, j'aurais cru que Schubert nous aurait rapprochés, c'est le contraire, ma femme ne peut plus l'écouter, moi, je ne peux plus m'en passer. » Parce qu'il écoute La jeune fille et la mort sans arrêt, le D810, c'est La jeune fille et la mort. Donc, La jeune fille et la mort, quand on fait le D810 et que la jeune fille est avec un groupe d'héroïnomanes, enfin, vous voyez tout de suite que là, il y a aussi une indication à caractère dramatique qui est donnée dès le titre. Alors, le recueil compte d'autres nouvelles au titre explicite sur une symphonie de Mahler, Voir Brel et pleurer, Requiem amoureux, et là, c'est explicitement le Requiem de Mozart qui est en cause. Valdera, roman de 2009 de France Ducasse, auteur elle aussi de Québec, présente 2 sœurs. Il y en a une qui est très douée pour le chant et l'autre pas. Et Valdera, c'est le nom de la fille pas douée, et sa sœur s'appelle Valdéry. Bon, Valdera, bon. Là, ça va être des formes binaires qui vont s'installer. Et Valdera voudrait se rapprocher de sa sœur. Et la façon d'y arriver, c'est de faire ce que sa sœur n'a pas fait. Sa sœur, Valdéry a du talent, mais elle chante pas. Puis Valdera a pas de talent, mais elle chante. Donc, elle rentre dans une chorale, et puis elle essaie de se rapprocher de sa sœur comme ça. Et bon, évidemment, c'est plus difficile que ce qu'elle croyait, et elle se dit que l'harmonie familiale va être créée si Valdéry se sert de sa voix. Elle a tellement une belle voix que ça va finalement créer un monde d'harmonie, comme un idéal de la musique des sphères, si vous voulez, appliqué à une famille. Je cite, parce que la chorale se produit en concert, c'est le Cantique des Cantiques de Palestrina.
Ma sœur est tout sourire, mais je vois bien qu'elle se force. Enfin, Valdéry a fait le voyage pour être là ce soir, je ne devrais pas me plaindre, c'est un signe de bonne volonté, sauf que ce don pour le chant, c'est le sien, elle le sait, elle pense que je lui ai volé ce talent et que je ne suis pas à ma place. Comme elle est orgueilleuse, Valdéry se dit qu'elle aurait été soliste si elle avait poursuivi dans cette voie. En effet, ma sœur aurait pu devenir quelqu'un d'autre. Entre elle et moi, il y a toutes celles que nous rêvions d'incarner, diva et tragédienne, et autant de secrets qui nous lient que d'aveux qui nous séparent. J'ai cru sincèrement qu'en apprenant à chanter juste, en trouvant ma voix, mon amplitude, j'allais gagner le respect de ma sœur et lui redonner le goût de chanter avec moi en duo. Vous remarquerez ici à quel point, là, tantôt j'ai parlé de forme ternaire, là on est carrément dans le binaire, et les personnages sont toujours présentés en couple, Ludovic et Ludivine, chère Élise et chère Eugène. Là, on travaille on travaille sur un système binaire. Et l'auteur va faire des comptines, va intégrer même les directions, les indications du chef de chœur quand la chorale répète Palestrina. Donc on lit ce qui doit être fait. Entre autres, il y a à un moment donné le chef dit le début du premier motet doit être franc. Donc on assiste à une répétition de chorale. Et ça constitue finalement l'essentiel du roman. Le roman ce roman-là se lit moins pour l'intrigue qu'il propose que pour ces moments justement de tentative de prise au corps de la musique. Un roman repris l'année dernière en poche, dont l'édition originale était en 1996 chez Québec Amérique, le troisième orchestre de Sylvain Lelièvre. Là, on est en présence d'un roman à caractère initiatique, un peu comme dans le Bildungsroman qu'affectionnaient les Allemands de l'époque de Zweig, je parle des germanophones, de Zweig, de Mann, Hermanès. Bon, on est toujours à peu près dans la même lignée. Et ici, on est en présence d'un jeune garçon, d'un adolescent de Limoilou, qui est un peu perturbé par le fait que son père et sa mère se sont séparés. On est dans les années 50 à Limoilou, donc les couples avaient tendance à s'endurer plutôt qu'à se séparer. Et là, il reste chez sa mère, et il vit avec sa sœur et la mère, alors que le père est parti. Mais en même temps, il reste en contact avec le père, et c'est le père qui l'a initié au piano et à la musique de jazz. Et lui, le jeune homme, donc, j'oublie son nom, là, Benoît Blondeau, s'entiche de la musique d'Eddie Duchin. Et il y aurait un disque mythique de Duchin qui s'appelle le Troisième Orchestre, qu'on appelle familièrement le Troisième Orchestre, parce que Duchin aurait eu 3 orchestres, comme à l'époque de Cole Porter, de Benny Goodman. Vous voyez un peu les grandes formations de jazz qu'il y avait aux États-Unis. Et là, il y a eu des films où on représente Eddie Duchin, on entend la musique de Duchin. Donc, le jeune homme est complètement fasciné par ça. Et le roman initiatique, c'est de pouvoir traverser cette difficulté-là, et c'est de passer du style de Kunz au style de Duchin. Kunz, c'était le style du père, Duchin, c'est le sien. Donc, vous voyez, ça se fait à tous les égards. Et dans un Bildungsroman normalement constitué, il faut qu'il y ait une belle femme. Et là, c'est la mère de son meilleur ami, qui est une violoncelliste. Et elle n'est pas d'origine, elle n'est pas québécoise, elle est d'origine européenne. Et elle ne vit pas selon les canons moraux du Québec des années 50. Et là, il va en être vaguement, amoureux, et on va y avoir une espèce d'histoire fantasmatique qui va se créer autour de ça. Et donc, là, le jeune homme peut passer du monde des enfants au monde adulte, de Limoilou au Château Frontenac, parce qu'il va jouer clandestinement au Château Frontenac. Une gang de gars, ils s'installent, ils font du jazz à un étage où il y a un piano qui traîne, puis là, ils surveillent, ils font la manche, puis là, ils ressortent, puis à un moment donné, évidemment, ils vont se faire passer. Fait que donc, vous voyez, c'est initiatique, quelle que soit la couche d'intrigue que l'on cherche, que l'on considère. Je cite ici Hubert et Benoît, ce livre d'ailleurs a des exercices qu'on pourrait qualifier de synesthésiques. Je cite le passage, il me demande de lui jouer du piano pendant qu'il écrit des poèmes. Bon. Camille Deslauriers, un recueil de nouvelles récent, Au trouble 2011. C'est une série de pochades sur des élèves du secondaire, donc avec des histoires de profs, avec des histoires de rivalité. Vous voyez un peu le portrait. Et il y a 2 des nouvelles qui ont un caractère musical. Dans un cas, on a une jeune fille qui, tous les midis, va répéter du Dvorak avec sous la férule d'un prof extrêmement exigeant, Dimitri.
Et là, on découvre que, finalement, ce qu'il est en train de faire là, c'est que Dimitri est la seule chose qu'elle préfère à son anorexie. La jeune fille est anorexique, terriblement anorexique. Et là, ça devient quelque chose d'insupportable parce que elle aspire à se présenter aux jeunesses musicales. Alors, je cite, d'ici le mois d'avril, devenir aussi légère qu'un pizzicato, aussi évanescente qu'un soupir, aussi parfaite qu'une cadence finale. En résultat, elle s'effondre sur scène, on l'hospitalise, et là, les choses vont aller, vont glisser. On est dans une salle, dans une chambre d'hôpital avec les appareils, et vous devinez vous voyez, on utilise très souvent ça au cinéma. Donc, il y a un moment donné où, avant, elle était en accélérando, je cite, marqué 208 à la noire, accélérando à la page 22, et finalement, c'est un point d'orgue, je cite, le la funeste d'un bip continu accordé au diapason de l'oubli. Et donc, la dernière chose, et c'est fini, donc elle en est morte, et c'est à partir donc d'une partition prestissimo à une partition largo. Autre nouvelle, Pomme et Seringue, le personnage principal, Alexandra, est tout aussi désemparée. Elle est violoncelliste et elle se frotte les jointures contre un mur de briques. Elle se brise, elle s'abîme les jointures. Je cite, « Pour oublier sa douleur, Alex imagine la course des doigts ensanglantés sur la touche d'ébène devenue poisseuse, donc la main gauche, de l'arcanson dans les plaies. L'arcanson, c'est la résine dont on se sert dont on enduit les cordes de l'archet, le crin, les cordes de l'instrument gommées d'hémoglobine. Pizzicato, prestissimo, fortissimo, elle joue à s'en scier les doigts, elle se vide de son sang jusqu'à la dernière goutte, jusqu'à la fausse note finale, jusqu'à l'ultime soupir, sous les regards affolés de son père et de sa mère. Et l'instrument, le violoncelle, est tellement près d'elle que elle se livre à un rituel d'automutilation, mais elle le fait sur l'instrument. Non, et après ça, elle fait une fugue à Toronto. Et là, elle va faire la manche pour acheter une vieille guitare. Puis à un moment donné, elle passe devant chez un luthier pour avoir un magnifique violoncelle. Donc, vous voyez, donc à Québec ou à Montréal, peu importe, elle s'est brisée et les jointures, et elle a abîmé son instrument, et là, avoir un instrument, mais évidemment, qui est hors de prix. Et là, c'est le luthier et sa fille qui vont, en quelque sorte, servir de thérapeute. Et elle remonte, et comme elle s'est fait tatouer, elle sera la seule violoncelliste au monde avec un serpent qui danse sur la main. Donc, c'est par la musique que la thérapie se fait. Mais bon, le salut par la musique n'est pas garanti chez Camille Deslauriers, comme vous l'avez vu. La musique est par ailleurs omniprésente dans l'œuvre d'Hans-Jürgen Greif. Il y en a tout le temps. Mais je vais m'en tenir à Soliste et des nouvelles parues en 97 et Orfeo qui vient tout juste de ressortir en édition de poche. Mais il faut savoir que Hans-Jürgen Greif est, je sais pas s'il l'est encore, mais il a longtemps enseigné la diction allemande au conservatoire. Donc, il travaille avec les chanteurs d'opéra et il les amène à l'allemand. Donc, il a disons, une approche très musicale, professionnellement très musicale de la phrase, de la prosodie. Et en plus, il a vu Maria Callas. il m'a conté qu'il était allé voir, il était jeune homme, il avait 18 ans, puis il est monté, je pense qu'il a roulé comme 800 kilomètres parce qu'il savait qu'il pouvait voir Maria Callas. Il a vu la diva par excellence. Et Maria Callas va revenir dans un texte assez hilarant. Moi, je l'ai trouvé parfaitement hilarant, qui s'appelle Les Divines. C'est l'histoire d'un jeune homme, je sais plus comment il s'appelle, Julien, que son père envoie chercher de la pizza. Julien, il travaille dans un village, il vit en famille, et puis ils ont une petite exploitation agricole, et il s'en va donc au restaurant Lucullus acheter de la pizza. Et là, il rentre là-dedans. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Il y a des restaurants grecs où il y a un discobole en Saint-Doux. Non, vous avez jamais vu ça. Je veux dire, c'est... Excusez-moi, c'est parce que j'ai un souvenir d'un discobole en Saint-Doux à Montréal, puis c'était épouvantable. Ça a mal fini pour le discobole. Enfin, bref. Je veux dire, c'est du quétaine, méticuleux. Appliqué. Et là, il voit ça, tu sais, puis il voit le discobole, c'est quelqu'un, là, hein.
Il y a juste l'Aurige de Delphes, je pense que les jeunes filles de mon époque, quand elles étaient adolescentes, qu'elles ont trouvé plus beau que le disco-ball. Le disco-ball était un idéal. Bon, le jeune homme est complètement fasciné par ça. Fait qu'il va tout le temps aller chercher de la pizza. Et peu à peu, il va être initié à la musique ambiante parce qu'au moment où il fait ce choc esthétique avec le disco-ball, alors il y avait de l'opéra qui jouait et le propriétaire du restaurant, donc, va l'initier à l'opéra. Puis là, il devient complètement fou de ça. Évidemment, ça va très mal avec son père et sa mère, qui ne se sentent pas de pareilles affinités pour l'opéra. Je cite Greif au moment du choc. Tout à coup, la voix d'une chanteuse s'éleva au milieu de l'orchestre, perçante et douce, claire et voilée à la fois, enveloppant le garçon comme un serpent, décidément, qui s'entortillait autour de sa victime avant de l'étouffer. Il resta figé sur place, le regard stupide, les bras ballants. Il se sentit anéanti par cette puissance invisible, puis une autre voix s'élevait. Elle était plus belle encore, décrivant des dessins compliqués, dans un registre d'une incroyable étendue stratosphérique. Alors, et je cite, il a goûté la musique, la synesthésie est de Greif. Bon, évidemment, comporte son lot de misère dans la mesure où il maille à partir avec sa famille. Et finalement, il va acheter un restaurant. Il va s'initier à la gastronomie, à la cuisine, à la musique, à la sculpture et tout. Et là, il va se faire tatouer sur les pectoraux. Ben, il fait du gym, là. Il devient donc très musclé, très schwarzeneggerien, et il se fait tatouer Maria Callas et Mado Robin. Parce que la voix stratosphérique, c'est Mado Robin, dont on dit que c'est elle, dont on sait, sur la foi des enregistrements, qui a émis la note la plus haute. De tout ce qu'on connaît, c'est le contre-contre-ré. C'est abominablement difficile. Elle est colorature, mais là, il y a même plus de mots pour aller dans cet aigu-là. Et là, lui, donc, le gringalet devient un monsieur biscotto avec des pectoraux. Alors, comme il est avantageux de sa personne, ça suscite autour de lui quelques convoitises féminines. Je cite, une habituée du restaurant, très belle, avait trouvé irrésistible la silhouette et la peau laiteuse du chef et chef, grasse comme celle d'une femme bien nourrie. Mais lors du premier tête-à-tête, elle s'était enfuie à la vue de cette poitrine nue, pourtant si prometteuse sous le blouson du cuisinier. Une défaillance la surprit devant les têtes de muse, devant les deux têtes médusantes. Il lui sembla qu'elle lui lançait des regards menaçants et un sourire haineux. En définitive, Mado Robin et Maria Callas vont être les seules femmes dans la vie de Julien parce que et c'est la seule fois il les a trompées, et pas tout à fait finalement, puisque on ne s'est pas rendu jusqu'à l'accomplissement charnel qui parfois soutire des cris rauques ou des aigus percutants. Et à la fin, évidemment, c'est pathétique, c'est lamentable, le beau spectacle pectoral s'affaisse parce que l'âge fait son temps. Et donc, lui qui cherchait une espèce de résolution à la question du temps, ben le temps qui passe va avoir raison de lui, mais comme il est devenu immensément riche, la nouvelle se termine ainsi. Et moyennant un don très important au musée de la ville, il obtient que à sa mort, on lui découpe les pectoraux et qu'on expose la peau peinte donc dans une vitrine du musée. Alors, qui est familier avec l'œuvre de Greif aura reconnu ici son humour grinçant, avec une courbe dramatique qui épouse là, la structure ternaire dont je vous ai parlé, du concerto, mais inversé, donc lent, rapide, lent, silence, musique, silence. Et donc c'est un homme qui vient du silence et puis qui, comme chacun d'entre nous, retournera au silence. Le roman Orfeo est totalement consacré à la musique. Vous savez qu'Orphée était le dieu dont on disait qu'il avait inventé la musique et qu'il jouait si bien que les Argonautes l'ont amené dans la conquête de la Toison d'Or pour calmer quelques bestioles mythologiques redoutables. Et surtout, il avait joué au milieu d'un groupe de fauves et tous les fauves s'étaient arrêtés. Alors finalement, c'est une espèce de Saint Jérôme avant la lettre du panthéon grec. Et le tour de force ici de Greif, et je dois dire que j'avais été à l'époque complètement ébloui par ça, c'est que il va construire une intrigue qui est autour de la musique, mais il nous apprend tout sur la musique vocale. Alors l'histoire est celle, donc vous savez que on est fasciné par les castrats, que les Italiens appellent primo uomo ou musico, qui sont les équivalents des prima donne.
Et il y a eu un film au titre de Farinelli, il y a une dizaine d'années, qui a consacré ça. Farinelli ayant été un des 2 castrats les plus célèbres. Les castrats étaient, vous savez, l'intervention qui permet au castrat d'être ce qu'il est aujourd'hui est réprouvée par les mœurs modernes. Et que le petit garçon, s'il est devenu l'équivalent d'un castrat, c'est à la suite d'un accident d'auto. Alors, il y a une belle voix, et là, on nous explique tout. Qu'est-ce qui faisait que la voix du castrat était inimitable? Il allait se promener dans le registre aigu, normalement dévolu aux femmes, mais avec une qualité de voix que Greif nous explique, parce que évidemment la voix masculine le cou de l'homme n'est pas fait comme le cou de la femme, mais il paraît-il que les castrats n'ont pas de pomme d'Adam, ce qui permettrait donc une émission qui est pas tout à fait la même. Mais cela dit, donc lui, le petit garçon, donc il va être Lennart va, avant de s'appeler Orfeo, donc va être initié à la musique par une vieille mentor qui est pianiste et qui va lui apprendre. Et là, on apprend que les chanteurs d'opéra ne peuvent pas manger n'importe quoi comme nous. Il y a des aliments qui sont totalement prohibés. Je veux dire, je suis content de pas être castrat. Non. Et non, c'est hallucinant parce que la documentation là-dessus, puis ça a été vérifié là par des profs du conservatoire pour qu'il n'y ait aucune ânerie là-dedans, il n'y ait rien de... Et tout ça est intégré à une structure narrative qui est assez palpitante parce que Orfeo va se produire sur les places en Europe, et là évidemment c'est le succès total. Vous avez, ce qui correspond au castrat aujourd'hui, c'est les contre-ténors, là, il y en a de magnifiques ici au Québec, soit dit en passant, mais il y en a eu un célèbre Klaus Nomi, comment il s'appelait? Oui, un contre-ténor allemand. C'est lui notamment qu'on entendait dans le fameux Molière d'Ariane Mnouchkine, au moment où Molière s'effondre après Le Malade imaginaire. On entend cette voix. Et à l'époque, moi j'étais jeune homme, là, écoute, tout le monde avait ça à la maison. On écoutait ça, là. Mais là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que le castrat est si... c'est, à la limite, c'est une espèce de dieu. Et je me suis demandé, est-ce que ce serait finalement le castrat l'équivalent moderne de l'androgyne, de l'être au sexe indécis? Vous voyez, je fais une différence fondamentale entre l'androgyne et l'hermaphrodite. L'hermaphrodite, c'est comme 2 sexes. L'androgyne, c'est absence de sexe. Vous savez que l'androgyne, dans la mythologie grecque, c'est l'état précédant la faute originelle. Vous savez, Prométhée dérobe le feu, lui, il va être sévèrement puni, il y aura la boîte de Pandore, et Prométhée a un frère qui s'appelle Épiméthée. Prométhée, c'est celui qui voit devant, puis Épiméthée, c'est celui qui a un peu de misère avec la vision. Et nous sommes les descendants d'Épiméthée, évidemment. Et donc, Zeus était tout aussi vindicatif que Yahvé, donc il avait la colère assez tenace, donc il nous aurait punis en nous séparant hommes et femmes, alors que nos ancêtres étaient des androgynes. Et avec la punition, c'est que l'homme et la femme essaient de se rejoindre, ils n'y arrivent jamais. Il y a une fusion qui est très, très, très éphémère, qui dure un battement de cils. Là, vous connaissez tous les proverbes du type post coitum animale triste. Et bon, vous voyez cette espèce de... Ouais, donc le castrat serait peut-être quelque chose comme ça, parce qu'évidemment, il faut que Orfeo, dans l'intrigue du roman, ait un grand succès. Et là, ça suscite des jalousies. On assiste derrière tout ça, à tout ce climat effroyable des concours de musique, comme le concours, mettons, de piano de Montréal, concours Reine-Élisabeth. Vous savez que c'est atroce, là. Un athlète à côté de ça, je veux dire, c'est un paresseux, c'est le farniente. Les musiciens, c'est épouvantable. D'ailleurs, beaucoup prennent les mêmes drogues que les sportifs pour tenir le coup dans le cadre d'un concours où on enchaîne des pièces d'une difficulté diabolique. Après ça, il faut se produire avec l'orchestre et puis le concert et avec des gens. J'ai étudié la musique et une des choses que j'ai trouvé très difficile, c'est le climat entre les musiciens. C'est épouvantable. Chacun est un rival pour l'autre. C'est très, très difficile. Alors donc, on ressent tout ça. Donc, on est dans la musique totalement. Et à propos du castrat, chantant à l'octave féminine réelle, il avait en outre un avantage, son larynx gardait la plasticité de celui d'un enfant. Bon. Et finalement, il est châtré, je vous l'ai dit. Il va réussir à concilier musicalité et exigence technique. Et là, celui qui va prendre le relais,
c'est un élève de la signora, son professeur, mais qui est un musicologue, qui est un critique. Et là, il va entrer Lennart dans la maison, et là, il va y avoir une espèce de lutte entre l'homme et son épouse, parce que l'épouse aussi trouve Lennart très très intéressant, et l'homme trouve Lennart très intéressant. Donc, vous voyez cette espèce d'idée de sexe ambivalent là qui va se jouer là-dessus. À la fin, là, ça va se terminer en une espèce d'apocalypse. Mais surtout, ce que je retiens de ce roman, c'est que la musique s'incarne au sens propre, s'inscrit dans un corps enviable et convoité. Donc, nourri de la musique, ce corps dont on pourrait penser il lui manque quelque chose, hein? Et là aussi, ça touche à des choses extrêmement anciennes. Vous connaissez l'histoire d'Isis et Osiris. Osiris était parti civiliser le monde en leur enseignant deux choses. Ça, c'est extraordinaire dans la mythologie égyptienne, en enseignant le langage et l'art de l'embaumement. Et il va revenir et ces quatre dieux-là, Seth, Osiris, Isis, je me rappelle plus le nom, c'est quatre jumeaux. Donc, deux femmes, donc, ils sont les premiers là, de cette génération-là. Donc, comme les Olympiens, ils vont se marier entre eux autres. Isis et Osiris sont mariés. Fait que ton frère, c'est ton beau-frère. En fait, c'est compliqué. Bon, la mythologie, dans un système de famille, c'est vraiment compliqué. Et Osiris va tromper Isis avec son autre sœur. Bref, Seth va en concevoir une grande jalousie. On prétend que Seth était homosexuel, en fait c'est compliqué. Et Seth va tendre un piège à Osiris. Il va le mutiler, il va le couper en 14 pièces. Et puis Isis, inconsolable, va partir à travers le monde, elle va recueillir tout le corps, sauf une partie. Et c'est évidemment ça. Vous connaissez aussi, vous voyez, c'est cette espèce d'idée du démembrement. C'est plutôt plus démembrement que mutilation. Le démembrement, donc là, on voit tout ça, et toutes ces strates-là se superposent à travers une ligne musicale. Parce que précisément, la voix du musico est une chose inouïe, maintenant inouïe, mais c'est une chose qui est comme hors du commun, qui appelle à une forme de transcendance. Alors, j'ai gardé pour la fin le cas le plus étonnant. Des causes perdues, recueil de nouvelles de Guy Cloutier, qui est aussi québécois, donc Québec, ça vient quasiment tout de Québec, ça, il y a quelque chose dans l'air ici, qui est paru en 2000. L'entrée en matière, conforme à ce qui a été jusqu'ici évoqué, à ceci près que les titres, à la manière d'indications d'esprit, révèlent un sous-texte tel ce lento rigolanto. Donc, toutes les nouvelles ont des titres en italien, un peu comme on les inscrivait, et on les inscrit parfois encore sur les partitions. Hein? Allegro con fuoco, rapide avec du feu. Et là, quand on regarde ça, bon, on voit des indications en italien, mais quand on commence à regarder les sous-titres, évidemment, là, il y a toujours une blague. Lento rigolanto. Bon, ça, c'est assez improbable comme notation. Et là, je vous lis l'incipit du recueil. Ce soir, quand Noël attaquera l'adagio de Handel, je ne serai pas dans la salle. Donc là, on se dit, waouh, ça c'est un vrai début de nouvelle moderne. Parce que le drame est posé immédiatement. L'intrigue est immédiatement posée comme le veut l'esthétique de la nouvelle actuelle. Je vais le lire, ça va être plus simple. Dès le paragraphe suivant, le récit remonte le temps. La première phrase, c'était « Ce soir, quand Noël attaquera ». La première phrase du paragraphe suivant. Ce soir-là, je veux dire le soir qu'allait marquer le début de ce qui n'était, semble-t-il, un début que pour moi. Donc, le narrateur pose crûment la question fondamentale, je cite, « Encore aujourd'hui, je ne suis pas sûr si les images lubriques qui m'ont alors assailli provenaient de la femme ou de la chanteuse, au point où on en est. Tu me permettras d'appeler les choses par leur nom. Bref, j'étais subjugué par la chanteuse parce qu'elle était bandante, je ne sais pas, ou si je bandais parce qu'elle chantait fabuleusement bien. C'est te dire le choc que j'avais ressenti à l'entendre chanter, une telle amplitude, si précise dans la maîtrise de l'aigu, son si bémol en filet tendu, à la limite du vertige, l'élan soutenu, comme en attente d'un souffle nouveau, une aile qui aurait retenu le vent, ou le cristal, la lumière. Donc, vous voyez, là, c'est complet, là aussi. Il y a une espèce d'érotisme qui est déclenché par un si bémol. Bon, vous savez, tous les goûts sont dans la nature. Or, la musique occupe le texte de part en part, non seulement parce que la chanteuse produit de l'effet sur le narrateur, mais parce qu'elle détermine le réseau des images. Je cite, «
je dis pas toutes, là, j'en cite quelques-unes. Musique fatiguée comme une montagne, exprime ses sentiments, je suis pas assez maître dans le registre de la peur, je pourrais t'en décliner des arpèges complets en mode mineur autant qu'en mode majeur. Vous voyez donc? Et à la fin, elle dit, j'ai peur comme jamais, je n'ai eu peur, mais en même temps, je me sens totalement en harmonie avec moi. Bon. Harmonie, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la discipline musicale qui consiste à répartir une pièce vocale en 4 voix ou plus. Donc, avec un système de notation qui se fait à la verticale. On y va avec tonique, bon, tout ça, un système chiffré. Et le mot harmonie est un mot aussi qu'on utilise pour signifier quelque chose qui est de l'ordre d'une espèce de paix. Et l'harmonie, vous le savez, était une des ambitions de la représentation du monde chez les anciens Grecs. L'harmonie, le souci d'harmonie chez les Grecs était stupéfiant en architecture. Il arrive avec des choses qui sont posées de façon extraordinaire et dont on sait maintenant, parce qu'on a des appareils pour les mesurer, que l'apparente harmonie du Parthénon est en fait obtenue par des lignes croches qu'on ne voyait pas et on comprend pas comment ils ont fait. C'est stupéfiant. Et il y avait une harmonie chez Homère. Vous savez, chez Homère, le monde était divisé en deux disques. Hein. Il y a le grand fleuve océan, là, qui tourne comme ça, qui est un disque bleu, puis un disque vertical qui est doré, qui est le disque de Phébos. Et donc ça, la conjugaison du doré et du bleu, c'était, dans la représentation grecque, l'harmonie du ciel et de la terre. Et la terre est plutôt bleue que brune. Vous voyez, donc, et le ciel est doré. Donc, et Louis XIV, avait repris ces couleurs-là dans ses armoiries et dans sa flotte de guerre. On a vu ça au Musée du Québec il y a une dizaine d'années, à la faveur d'une exposition des galères de Louis XIV. Alors, la musique, donc, occupe le texte partout, parce qu'on la retrouve comme figure de style, on la retrouve comme, image du caractère des personnages ou de leurs ambitions. Mais là, vous allez me dire, c'est pas très, très étonnant, j'ai annoncé un cas étonnant. C'est ici que ça s'en vient. Là, ça me prendrait un ordinateur pour vous montrer ça. Je sais con, j'ai pas apporté le livre, ça aurait été plus simple de vous le passer. Le plus singulier reste à venir. La dernière nouvelle, qui s'appelle Con un silenzio fiacco, comme un faible silence, insère des extraits de fugues à 3 voix de Bach, puis il y a aussi un passage emprunté à Béla Bartok, sur un système à 3 portées. Donc, clé de sol, comme pour les sopranos, clé de do 3e ligne, puis clé de fa pour les barytons. Bon. Et là, les notes de musique sont triturées. Là, c'est l'éditeur qui vous parle. Ça a été d'une complexité inouïe pour être capable de faire ça, mais c'est que on y va on reproduit la musique de Jean-Sébastien Bach avec les notes. Par exemple, ici, on est en triolet en 12-16. On est avec un système à 3 doubles croches. Donc, on a vous savez, puis après ça, on a les ampes. Et quand on arrive comment est-ce qu'on appelle ça, la boule, là? La tête de la note. Vous avez une blanche comme ça, là. Vous avez ben là, au lieu d'avoir une tête qui va être blanche pour indiquer que c'est une blanche ou une ronde, ou une noire qui pour la note est noire pour la noire, la croche de double croche, etc. Donc là, on remplace les têtes des notes par un texte, syllabe à syllabe. Vous savez, la musique vocale, on met la mélodie, puis là, on met le texte en dessous, puis on met des traits d'union entre chacune des syllabes. On découpe ça syllabe par syllabe, mais là, les syllabes sont placées dans le texte. Donc, on lit la nouvelle, puis à un moment donné, il faut tomber. Alors, finalement, vous pourrez venir voir, ça pourrait être un recueil, une nouvelle qu'on pourrait chanter. Et là, j'ai fait un petit gag, je vais vous le lire. Celui qui voudrait pousser l'exercice de lecture à sa limite pourrait donc ici chanter le texte. On me pardonnera de me contenter de rapporter le phénomène. C'est fini. Non, mais je peux peut-être faire circuler Bon, vous regarderez les 2 dernières pages. Donc, pour que vous voyez de quoi il retourne. C'est un recueil extrêmement complexe parce qu'en plus, il y a des inscriptions artistiques là-dedans. Et il n'y a pas de logiciel qui fait ça. Mais il y avait un ancien professeur de musique qui s'y entend bien en informatique et puis qui a tout arrangé ça, tout bidouillé ça. Mais c'était là, évidemment, quand tu arrives avec ça à la maison de photocompo, il y a comme une espèce de grand silence. Puis entre 2000 et 2013, vous devinez que au plan
technologique, au plan informatique, là, disons que on était à une époque que je ne qualifierais pas de préhistorique quand même, mais c'était vachement difficile. Donc, on ne souhaite pas que les auteurs aient souvent ce genre d'imagination là. Mais là, c'est vraiment l'intégration absolue de la musique, parce que le texte, comme je le dis, pourrait être chanté. On ne vous obligera pas non plus à chanter vos questions, mais on les espère nombreuses. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait se lancer? Marie-Hélène? Évidemment, je vais parler du point de vue d'une étudiante en littérature contemporaine, donc des 20-30 dernières années, avant rien n'existe pour nous. Non, j'exagère. Mais la mode, je remarque que la mode est beaucoup dans le discours sur la littérature, à des considérations sur la diffraction, l'éclatement, l'absence apparente de dispositifs, de structures. D'après vous, de votre point de vue, est-ce que ce n'est qu'un leurre? Il y a toujours une partition cachée, finalement, c'est ça, une espèce de structure. Vous parliez de binarité tout à l'heure, une musicalité, un rythme. Est-ce que la diffraction, l'éclatement, c'est un leurre contemporain? Et puis... Est-ce qu'il y a une autre question? Non. Écoutez, c'est terrible, là. Vous me mettez dans vous me torturez. Non, on s'amuse. Oui, honnêtement, Nosé, je le sais pas. Je sais pas du tout. Moi, je crois que la diffraction la plus réussie est probablement la plus construite. Mais il faut faire disparaître les 2x4. On fait disparaître les ficelles. Et là, c'est l'éditeur qui parle. Parce que moi, j'ai vu des textes se construire, puis des choses, à un moment donné, tu dis à l'auteur, OK, c'est tout ça, voir. Et là, tu fais disparaître. Et un des recueils les plus formels qu'on a publié n'a jamais été considéré comme un recueil formel. Je vais vous le citer, c'est la machine à broyer les petites filles de Tonino Benacquista, des nouvelles policières. Mais moi, je me rappelle ce que c'était, puis ce que c'est devenu. Et là, on l'a joué avec des principes, sauf que il l'a fait avec une telle maestria que tout avait disparu. Alors que il y a 20-30 ans, donc ça inclut la nouvelle barre du jour, ça, hein? OK, bon, là, revoyez voilà, les derniers, disons, les 50 derniers numéros de la Nouvelle Barre du Jour, où il y avait parfois, la Nouvelle Barre du Jour, c'était une revue, mais à un moment donné, à la fin, ils ont fait des petits bouquins, c'était des textes, des numéros solos, si j'ose dire, des petits livres. Et là, vous aviez des tentatives formelles qui étaient immenses, c'est-à-dire que on était dans l'objet, la raréfaction du verre, ou imprimé tellement pâle qu'on n'arrive pas à lire, bon, toutes sortes il y avait des jeux comme ça, ça c'était l'expérimentation. On lisait, on ouvrait, puis c'était marqué j'expérimente. C'était carrément là, ici je vais vous éblouir, je suis un virtuose et moi je défais le langage. Puis c'était une époque où la poésie québécoise a été extrêmement active sur ce plan, parce qu'il y avait des choses aussi aux Herbes Rouges qui étaient pas piquées des vers. Mais de fait, régulièrement, le combat formel a animé les écrivains. Et je crois que il y a quelque chose qui était très construit paradoxalement. Et la question de la diffraction, ben évidemment, moi je me suis intéressé beaucoup à la nouvelle. L'éclat, ce côté-là, à mon sens, est fondamental. Il y a quelque chose, et d'ailleurs, c'est ce qui en assure l'insuccès. Parce que c'est illisible. Il y a des choses, le genre bref a énormément de difficulté à trouver son lectorat, parce que il est extrêmement exigeant pour les lecteurs. Moi, je fais même pas de farce, là. Moi, il m'est arrivé dans des bons recueils de nouvelles de trouver l'espace entre la fin d'une nouvelle puis le début de la suivante très, très, très éloquent. Tu te reposes un peu sur la page blanche, puis là, tu te passes au texte suivant, puis entre les deux, il se passe quelque chose, parce que t'es encore, comme dans là encore, je vais prendre une image en empruntant à la physique acoustique, hein, comme une vibration sympathique. Hein, vous savez comment ça fonctionne, les harmoniques, là, vous prenez un instrument, puis vous allez, bon, mettons qu'un La est ici, vous le sortez comme ça, puis là, vous allez toucher, mais juste effleurer la note, et là, il va sortir une note à caractère éthéré. Et puis parfois, on entend ça, c'est extraordinaire. Isaac Stern qui joue un concerto et qui fait la reprise. Au premier coup, il fait note pleine, puis au deuxième coup, il fait en harmonique. Tu te dis, merde, il joue même pas la même affaire. Puis c'est pourtant écrit la même chose. C'est bon. Il y en a comme ça, là.
donc, cette espèce d'idée que une harmonique, tiens, vous allez dans c'est particulièrement facile d'en faire dans les toilettes. Parce qu'il y a des lieux clos avec des parois, et là, vous vous installez, là, puis vous essayez, il faut être tout seul, là. Non, c'est extraordinaire. Tu sais, t'arrives dans une toilette, puis c'est un endroit, bon, enfin, ça intéresse les philosophes en raison des graffitis fort éloquents qui sont écrits là, mais vous allez comme ça, vous faites une grande... Là, d'un coup, vous arrêtez, puis là, la pièce va vous garder une note là-dedans. Parce que une pièce, un chiotte, c'est une caisse de résonance. Et là, vous trouvez ça, et vous commencez à placer, et si vous connaissez la succession des harmoniques, vous allez arriver avec une polyphonie. Et je m'étais amusé, j'étais allé dans un château en ruine en Bretagne, puis d'un coup, je rentre dans une espèce d'oubliette, puis ça marchait, là. Fait que là, d'un coup, je l'ai fait, tout avec... Bon, l'octave, la dominante, tout ça, puis je suis sorti, puis il y avait des enfants qui sont arrivés, puis ça sortait, là, c'était effrayant, là. Ça faisait une polyphonie, boulot. Les gamins, moi, je me suis mis à côté, puis les gamins sont rentrés, puis il y avait personne. Puis c'était un château en ruine, donc ils ont dit des fantômes. J'étais content. Puis je l'ai fait à la garderie Sophie. Il y a une cage d'escalier à 4 étages, et là, c'était effrayant. D'un coup, j'ai dit, merde, parce qu'on parle, d'un coup, oh, ça se met. Alors, je l'ai fait comme ça. Là, les puéricultrices voulaient m'assassiner. On dit, non, ta boîte. Parce que les enfants vont arriver là, vont se mettre à hurler. Mais ça monte, là, 4 étages, je veux dire, une voix, là, va sortir à je sais pas combien de décibels, là. Ça carbure très, très fort. Fait qu'il y a quelque chose comme ça dans la diffraction des nouvelles. Il y a quelque chose qui se prolonge d'une nouvelle, puis d'un coup, t'es rendu dans l'autre, puis il y a encore comme une espèce de vague de nuages qui s'est déposée. Faut être un peu pervers pour aimer ça. Ou écrire des affaires comme ça. Bon, ça fait que il y a pas beaucoup de lecteurs, finalement, qui aiment beaucoup ça. Mais ça, je dirais que moi, à l'époque, je me suis beaucoup intéressé à ces questions-là, puis j'ai pas tout à fait laissé tomber mon intérêt pour la chose, mais c'était, comme qui dirait, une façon de rendre compte d'une éthique des temps modernes, ou je dirais pas une métaphysique, ça serait exagéré, mais il y avait quelque chose dans cette diffraction. On disait, nous, on écrit des textes à diffraction, des textes éclatés, parce que nous parlons du monde. Mais c'était finalement un peu abstrait, là. Alors que le roman, après ça, je me rappelle quand on a commencé à publier des romans à maison d'édition, j'étais bien content parce que ça me sauvait de la nouvelle au sens quasiment chrétien. C'est-à-dire que c'est le fun de la nouvelle, mais c'est épuisant. Et publier un roman, là, c'est tellement reposant. Wow, tu sais, enfin, tu lis, puis tu peux te reposer, parce que précisément, cette espèce de phénomène ondoyant. Alors que la nouvelle, chaque fois, mais ça rentre un petit peu dans l'art. Hein. Une mauvaise réponse, mais bon, voilà. Donc, on a quand même un éventail de sujets assez large. Vous avez le choix entre la littérature, la musique, Zeus, Osiris et la toilette. Donc, je pense qu'il y a peut-être une autre question. Sinon, je vais oser moi-même. En fait, vous êtes vous-même l'auteur de plusieurs recueils. Vous avez dit que le premier s'inspirait de la musique. Est-ce que c'est vrai pour chacun d'eux? Non. C'est drôle parce que là, je viens de me rappeler où j'ai trouvé ça. Mes nouvelles étaient là, pas toutes. C'est ici, devant, à la sortie de la rue Saint-Jean. Mon Dieu, un soir, j'étais avec ma blonde. D'un coup, j'ai dit, merde, je viens de trouver. Puis là, je suis rentré à la maison, j'ai commencé à placer les affaires. J'ai dit, OK, ça y est, là, j'ai une structure. Et j'ai changé, j'ai enlevé les textes qui correspondaient pas, puis j'en ai ajouté pour que ça marche. Bon, l'anecdote ça vient de m'arriver... ça fait au-dessus de 30 ans, là, bon. Mais j'ai un souci de musicalité, je vous le cacherai pas, dans la prosodie. Pour moi, la prosodie, d'aller travailler sur cet aspect-là, ça, c'est vraiment, j'adore ça. Et là, c'est l'éditeur qui va parler. Vous savez que j'ai édité quelques romans de Claire Martin. Et les moments les plus extraordinaires qu'on a eus, ça a été... Je disais à Claire, qu'est-ce que vous diriez de ça si on faisait une petite inversion ici, écoutez, pour l'euphonie. Puis là, Claire Martin, c'est comme... elle va avoir 99 ans dans un mois. À l'époque, elle avait plutôt 92 ans, elle était plus jeune. Guillerette. Et Claire, quand elle était contente, là, elle se mettait à battre des pieds.
Puis là, on regardait ça, là, puis là, Fait que là, bref, on faisait ça, là. Non, c'est ça. Là, quand elle disait, oui, j'avais ça, elle se mettait à battre des pieds. Et puis, il y a des passages maintenant, mais je voudrais les retrouver, je ne saurais même plus où ils sont, là. Mais oui, c'est un souci constant. Et bon, évidemment, je ne surprendrai personne en disant que Flaubert est notre plus grand allié avec le gueuloir, parce qu'on se met ça en bouche. Surtout qu'à une époque, je faisais souvent de la lecture publique, que je ne fais, pour ainsi dire, plus. Et j'y mettais beaucoup d'investissement, si j'ose dire. Fait que là, comme tu dis, ce texte-là, je l'ai écrit, parfois j'ai écrit des textes spécifiquement pour des gens dans la salle qui savaient pas que j'avais écrit un texte pour eux, puis qui écoutaient ça, puis ils disaient merde, c'est le fun. Moi, je sais que c'est pas moi, là. Et donc là, je travaillais beaucoup sur la musicalité, beaucoup pour que ça soit écoutable. Mais ce terme-là, musicalité en littérature, c'est quand même un terme qui revient souvent au point où c'est devenu galvaudé, peut-être même un peu d'associer nécessairement la littérature à la musique parce qu'on a l'impression qu'il y a un certain rythme, qu'il y a un mouvement. Est-ce que vous avez une réponse à la critique en question? Non, en fait, la réponse, j'avais commencé, je vous ai dit que je souhaitais écrire un livre là-dessus. La réponse, c'était pour trouver la réponse. Mais je veux dire, les absences de réponse, à une époque, quand on s'intéressait à la musicalité, bon, je vous l'ai dit, j'ai fait ma thèse sur les rapports entre la peinture et la littérature, fait que j'étais très, très intéressé par ces choses-là. Mais c'était la musicalité de Verlaine. Tout le monde dit Verlaine, c'est musical. Mais j'ai jamais su pourquoi. J'ai entendu une conférence très savante, j'ai rien compris de ce que... Non, c'est-à-dire, non, il n'a pas parlé de ça. Et c'est extrêmement difficile. D'ailleurs, vous avez vu que j'ai prouvé que c'était très difficile. Parce que j'y arrive pas moi non plus. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut trouver, oui, avec les allitérations, ou avec les assonances, il y a des choses qu'on peut aller chercher avec le rythme. Donc, des éléments qui sont carrément des éléments de repérage scolaire, là. L'énumération. Et tout à l'heure, en lisant Greif, autant, parce que je venais de vous dire que chez Dukas, c'était binaire. Dans Greif, c'était, je ne vais pas insister, mais c'était ternaire d'un bout à l'autre. Les systèmes, top. Et il y a, chez certains écrivains, on va voir, quand c'est ternaire, ça marche, puis quand ça devient binaire, ça marche plus. Là, comme à la bande dessinée, dans Tintin, quand un personnage ne va pas de gauche à droite, mais de droite à gauche, il se frappe contre un mur. C'est vrai, là. Parce qu'on lit de gauche à droite. On se demande, mais si tu traduis en arabe, qu'est-ce qu'ils font? Ils revirent tout ça à l'envers. Non, mais vous voyez, c'est fait pour être lu comme ça. D'ailleurs, on lit comme ça, on passe de gauche à droite, et quand le capitaine Haddock fait ça à l'envers au lit du pont, bang, il va se frapper. Parce que ça va pas. Alors donc, est-ce qu'il serait possible que dans certains... Moi, je suis certain dans certains cas. Est-ce que c'est voulu? Je sais pas. Je sais pas là, si c'est voulu. Mais récemment, j'étais dans un recueil de Jean-Pierre Girard, dans l'espace à occuper, puis d'un coup, ça m'a frappé. Je dis merde. Il y a quelque chose qui... Hop, 1, 2, 3. Et quand ça tombe dans 1, 2, ça accroche, ça frotte. Alors, je sais pas, il faudrait que je lui demande, là. Est-ce que t'as bidouillé ça comme ça? Ben, j'enseigne. Des fois, les étudiants disent, oui, l'auteur n'a pas pensé à ça. Je m'en sac s'il a pensé ou il a pas pensé, c'est là. Tu sais, c'est ça. Puis, je revois toujours avec Roland Bourneuf. Je disais à Roland, à un moment donné, tu fais des chiasmes. T'es le seul à faire des beaux chiasmes. Ah bon, je fais ça, moi? Là, j'avais envie de mettre une paire de mandales sur la margoulette. Tu sais, tu dis, il écrit bien, puis il sait pas. Ah ouais, je fais ça, moi. Mais non, regarde Roland, quelle belle phrase. Ah bon, je suis content de savoir que c'est beau. Paf! C'est ça, toi c'est naturel, moi il faut que je travaille comme un forçat. Lui c'est Bach, moi je suis Beethoven, là. Vous avez déjà vu les partitions de Beethoven, c'est tout arraché, tout... Vous savez qu'il a mis 21 ans à faire le ta-da-da-da-di-da-da-da-da. Wow! C'est une complexité inouïe. 21 ans à trouver ce thème-là, puis il l'a fait il s'est pratiqué dans sa fantaisie chorale, c'est magnifique d'ailleurs. Mais écoute, t'arrives avec ça, tu dis que c'est ça. Puis en plus, c'est chanté hors tonalité. Vous savez que les musiciens, les chanteurs voulaient pas chanter ça, ils ne chantent pas ça. Tu peux te briser la voix là-dessus. Puis c'était tout croche. Puis je veux dire, c'est la pièce la plus célèbre au monde. Et puis là, c'est Pâques qui s'en vient, ordinairement, ils nous ressortent ça avec le Requiem, puis bon. Non, mais ils mettent autant de temps à accoucher quelque chose d'aussi simple. Évidemment, cette simplicité, quand ils développent le thème au violoncelle, les violons entrent, tu te dis, bon Dieu, ça valait la peine d'attendre 21 ans parce que ça rentre, il y a une telle harmonie.
Hein? Ça se superpose, les couches se déposent, et après ça, on revient avec le Friday, puis c'est reparti la douleur, puis à la fin, c'est l'éclatement total avec les cuivres, les percussions qui carburent. Mais donc, là, oui, il y a des écrivains qui vont arriver à ça sans l'avoir prémédité. Mais à un moment donné, moi, je pense que quand on est en présence de gens qui ont du métier, c'est qu'à un moment donné, ils sont pas toujours je suis en train de faire ça. Wow. Hey, je suis fort. Non, je pense qu'à un moment donné, il y a des choses qui se placent et puis on y va, on dit, OK, oups, je pense que je l'ai, là. Ça va. Mais des fois, évidemment, c'est le résultat d'un travail d'épuration, on peaufine, on travaille un petit peu la forme, puis on n'obtient pas nécessairement ça du premier coup. Mais moi, je suis très, 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 très soucieux de ça. Est-ce que la musique, à ce moment-là, peut intervenir comme une contrainte? Non. Non, jamais. Non, parce que comme la sonate au début, c'est sûr que j'avais été extrêmement libre, là. Mais à partir du moment où j'avais ça, je disais, la forme est là, je mets mes choses dedans, puis c'est parfait. Ça va. Mais jamais personne qui a remarqué que c'était une sonate, là. Il n'y a pas un critique qui a remarqué que c'était une sonate. Puis ça a tout écrit avec a piacere, là, puis avec des termes italiens de même. Il y avait la moitié des textes qui ont, je sais pas moi, fugue à deux voix, ou bien solo à deux voix, fugue à une voix. Tu sais, je veux dire, c'est complètement absurde. Solo à deux voix, des affaires comme ça. Il y avait allusion à Gabriel Fauré, toutes sortes d'affaires. Puis il n'y a jamais personne qui a dit que c'était de la musique. Jamais personne. C'est sûr que si j'avais dit Summertime, il aurait dit il y a de la musique là-dedans parce que c'est Gershwin qu'on connaît, ou I Will Survive, mais là, je pense à l'époque, ça devait pas être écrit sur I Will Survive. Ah, je sais pas. mais je sais pas, là. L'histoire du chat, là, je sais pas ce que c'est I Will Survive. La musique américaine, je peux pas dire. Justement, est-ce que vous avez croisé des cas qui sont pas en classique, plus jazz ou plus rock, ou c'est la musique qui vous intéresse moins, de toute façon, ou a priori, donc... En fait, je vais vous dire, moi, à une époque, je me suis dit, il n'y aurait que de la musique du 19e siècle, puis je serais correct. Puis après ça, je me suis dit, il n'y aurait que la musique de piano du 19e siècle, puis je serais correct. Donc, je suis très 19e, je suis 19e-iste, là. En littérature, partout, là. Peinture, tout ça, moi, le 19e, là. Puis j'étais jeune, puis là, j'ai dit, mon Dieu, comment ça se fait que je suis pas au 19e? Moi, je suis tombé, c'est une mauvaise... Puis un copain me dit, garde, plains-toi pas, il dit, tu peux être 19e et 20e en même temps, puis il avait bien raison. Bon, le jazz, écoutez, comme Philippe Glass, moi, je suis pas capable, là. Je suis pas capable, ce système réitératif, Steve Wright, je suis pas capable. Le jazz, bon, et voilà. Mon fils apprend la musique jazz. Donc, à la maison, ce que j'entends, c'est du jazz. Puis je suis en train d'aimer ça. Il est contrebassiste et puis il fait du jazz, puis il a son trio, puis là, bon, puis il m'explique comment ça fonctionne. Mais je dis, bon Dieu, et je comprends rien. Ça a rien à voir. Puis moi, j'ai appris dans un autre système, et puis ce système-là, puis des fois, il y a un petit copain à qui il donne des leçons de musique. Puis là, je suis dans la cuisine, il tire l'oreille pour écouter ça. Je dis, bon Dieu, il explique des affaires que je connais pas. C'est donc bien intéressant. Donc là, je commence à me familiariser avec le jazz. Mais j'étais vraiment pas jazz. Puis j'avais essayé, dans les années 70, j'avais essayé le free jazz. Là. Tu sais, un gars dit, OK, j'aime pas le jazz, donc je vais aller une dose totale. Tu sais, t'aimes pas les cigarettes, mais tu fumes de la gitane. Non, j'étais pas capable. J'étais vraiment pas capable. Alors que le blues, ça marche. Mon fils disait, le blues, papa, le blues, un peu médiocre, là, quand même. C'est très... Voilà. Est-ce que vous en croisez en littérature aussi, ou ça a juste pas donné musique plus blues ou plus jazz? Mais en fait, les références dans la plupart des textes, les références aujourd'hui sont au jazz et au blues, beaucoup plus qu'à la musique classique. Bon, là, je vous ai donné des cas, mais dans d'autres cas, mais c'est parce que des fois, quelqu'un va parler on entendait telle pièce de musique, mais je me dis là, on n'aurait plus rien à entendre, ça pour moi là, c'est de la citation à vide. Et puis, comme je vous disais tantôt, dans un film américain, on met des chansons à la queue leu, puis au bout de la ligne, tu dis mais qu'est-ce que ça fait dans le film? Ça a pas d'intérêt. Et je trouve que souvent, ça n'a pas d'intérêt. Fait que j'ai évidemment pas retenu ça
Et puis, il y en a pas beaucoup dans l'instant même parce que le directeur littéraire leur dit, mais ça, c'est pas vraiment intéressant. Fait que c'est une référence qui est pas utile, ou bien rend-la utile. Il faut que ça, à mon sens, quand on fait ça, faut que ça ait de la signification. Sinon, écoutez, ça, bon. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer une structure jazz? Mais oui, sans doute, mais moi je la verrais pas. Non, je la verrais pas. C'est n'importe quoi. Non, c'est loin d'être n'importe quoi. C'est de l'improvisation. Oui, mais ils ont des. Je suis allé voir récemment, il y avait Brassens en jazz au Petit Champlain il y a 2 semaines. Puis c'était le cadeau que je faisais à un de mes copains parce qu'il a 60 ans. Fait que ça se fête. Et puis après ça, on se retrouve à la maison, petite surprise, tout ça, mais on s'est allé voir le jazz. Et puis j'ai demandé à mon fils après ça, parce que mon fils est venu. Puis j'ai dit, bon, maintenant que les amis sont partis, là, parce que quand on dit, ouais, tu fais un cadeau, c'est pas pour dire, mais c'est pourri, tu sais. J'ai fait un cadeau pourri, tu sais, en l'honneur de notre amitié éternelle, bon. Mais, après ça, puis là, j'ai demandé, mais qu'est-ce qui allait pas? Fait là, il m'a tout raconté pour chacun des musiciens ce qui allait pas. Puis je disais, OK, puis voilà, n'importe quoi, c'est que le pianiste accrochait beaucoup. Puis je trouvais ça très intéressant qu'il accroche. Ça aussi, c'est quelque chose. Comment ça se fait dans un monde d'harmonie? Puis en jazz, qu'on accroche, ça va même. Je sais pas si vous connaissez un immense pianiste qui s'appelait Sviatoslav Richter. Il a disqué, c'est un enregistrement mono à Sofia en 1958, les tableaux d'une exposition de Mussorgsky. Il accroche sans arrêt. Et ça a été longtemps le plus beau disque de ma collection. Parce que là, puis j'avais un copain, on était un petit peu maniaque, on écoutait comme 9 versions des tableaux d'une exposition le même soir, puis on discutait de ça, tout ça, et puis lui aussi. Et parce qu'il y a des choses, il accrochait, mais il y avait quelque chose où il te le donnait à fond. Et ce que d'aucuns considéraient comme la différence entre le concert et l'enregistrement studio. Au concert, ça peut, à un moment donné, c'est pas tout à fait ça. Et on triche. Et puis, honnêtement, quand on regarde certaines partitions, on dit, c'est pas possible de jouer ça comme ça. Je me rappelle, le début de la sonate, la pathétique de Beethoven, sonate numéro 13, là. Il y a une espèce de grande un tumulte au début, tu regardes ça, il y a des quintolets, toutes sortes d'affaires. Moi, je dis, il y a quelqu'un qui est capable de jouer ça. Ben non, le professeur il dit pas capable, mais je dis pas il l'a écrit. Non, là tu y vas, puis il m'explique, tu t'en vas, là tu interprètes, tu t'en vas, il y a des indications générales. D'ailleurs, ça se ressemble toujours d'un instrumentiste à l'autre, d'un concertiste à l'autre. Et là tu vas aller, il y a quelque chose. Mais Beethoven ne s'attend pas à ce que tu joues intégralement. C'est pas ça l'idée. Là tu vois que tu es obligé de faire quelque chose parce que c'est pas possible de jouer. Tu vas essayer d'approcher ça, mais c'est à peu près impossible. Bon, fait que là, il faut que ça arrange avec ça, et c'est là que l'instrumentiste, le musicien entre en ligne de compte. C'est là qu'un Lortie, par exemple, dont on avait beaucoup vanté le Chopin, mais écoutez-le dans Beethoven, là, tu dis, wow, ok, là, la partition est là, elle respire, c'est formidable. Fait que moi, je suis plus capable c'est ça que je peux déceler. Puis dans le jazz, c'est ça, mon fils m'expliquait, le pianiste en question, il accrochait, il dit, oui, mais regarde, il dit, as-tu remarqué que, puis là, je passais la soirée dans le petit système de rewind cérébral, puis j'ai dit, c'est vrai, j'ai dit, mon Dieu, c'est bien trop vrai. Ben, il dit ça, il dit, on apprend ça, là. On apprend à faire ça. Puis lui, la plupart du temps, il fait des expériences avec ses copains, mais ils sont tous en impro, là. Parce qu'ils savent comment enchaîner. Donc, c'est tous les standards. Ils ont des schémas, puis c'est tout installé. Puis là, à un moment donné, ils se regardent, puis hop, OK, c'est à toi maintenant de faire ton solo de drum, puis ton solo de ci et de ça. Puis c'est tout arrangé, puis ils se regardent, puis ils vont. Fait que donc, il y a une structure, là. Il y a une structure. Et ils ont un plaisir fou à faire ça. Puis je les imagine, là. C'est par rapport à une musique très, très chiffrée, très notée, très précise. Là, t'embarques là-dedans, là. Fait que là, bon, mais je connais pas les systèmes. Je sais pas comment est-ce qu'ils font ça. Puis je regarde comment est-ce qu'ils notent ça. Je veux dire, je comprends pas. Il y a des chiffres, toutes sortes d'affaires, là. Puis ça, ils sont, comme mon fils est contrebassiste, donc les copains viennent pratiquer à la maison. Puis il y a l'orchestre heavy metal dans la cave, ça c'est autre chose. Et puis l'orchestre de jazz dans le salon, là, fait que tu sais, mais pas ensemble. Et puis là je regarde parce ils mettent les feuilles à terre puis ils se mettent à jouer. Puis là je regarde ça, mais je comprends pas. Je comprends pas comment ça marche. Je dis mon Dieu, c'est un autre système de notation. Donc ça veut dire que
ces marques-là arrivent à autre chose, c'est un peu la tablature, enfin, c'est un autre... Mais c'est fascinant, parce que là, je les écoute, de temps en temps, je les tire l'oreille. Tu sais, t'es en train de souper, puis t'as un concert dans le salon, il y a pire dans la vie, là. Et puis là, ben, ça marche pas, puis là, ça bourrasse un peu. Puis qu'est-ce qu'ils font, là? Qu'est-ce qu'ils font? Ah, merde! Oui, ils contrôlent ça. Je trouve ça extraordinaire. Fait que bref, j'haïssais ça, mais là, bon. Quand même pas pour blâmer ma blonde, on m'a donné ce gars-là, tu sais, je veux dire. Il est un peu tard. D'autres questions? Donc, merci beaucoup de votre présence. Je rappelle, parce que j'ai oublié de le mentionner au début, que votre dernier recueil de nouvelles est paru en 2012. Oui. Je cherchais l'année, mais c'est récent, oui. Qui s'appelle I2. Icaré. Icaré. Donc, voilà, qui est un recueil de nouvelles qui s'inspire de la musique ou pas du tout? Non, je pense pas. Non. Mais je sais pas. Non, mais ça a pas été... Non, ça n'a pas été une préoccupation. Ça n'a pas été un souci. On va attendre qu'un critique le remarque. Ah, ben, non, ça serait bien que si un critique disait ça, là, finalement, ça serait, mon Dieu, voilà. Donc, merci beaucoup. Prochaine conférence va avoir lieu en avril, le 11 avril, je crois. Je m'excuse, désorganisé. C'est un jeudi, oui. Oui, c'est ça, le 11 avril. Donc, Monsieur Demeul, qui je crois est un collègue à vous. Georges? Oui, Georges. Bon, moi, je ne sais pas parce que le 11, c'est le Salon du Livre, c'est la soirée Lettres gourmandes. Enfin, c'est la haute saison cette semaine-là. Oui. Ah, et de quoi il vous parle? Il nous parle de Poligny et de récits de Médillo. Ah bon, mon Dieu, Récit de Médillo, ça c'est un livre paru chez nous. Mais Georges Desmeules, je vous fais le gag parce qu'on se remplace souvent. Et puis à un moment donné, j'étais rentré dans sa classe, tu sais, puis c'était épouvantable. J'étais comment est-ce que vous le trouvez, Georges? Les étudiants sont venus bien mal. Puis là, il est bon, tu sais, puis en tout cas, puis c'est vraiment Il est bon? Non, c'est un professeur exceptionnel. D'accord. Exceptionnel. Oui, moi, ça se voit, là, tu le vois avec ses étudiants, les étudiants sont fous de lui, puis tu le vois, il a l'affaire. On avait bien ri, parce qu'après ça, il a préparé un petit gang pour son arrière, enfin bref. Donc, c'est quelqu'un on est taquin et coquin, entre collègues. Donc, merci beaucoup.